Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre pour Sport le Mag, tour d'horizon de la planète sport avec des jolis reportages concoctés par notre rédaction. Un beau programme c'est promis, alors surtout restez avec nous. Et les sports américains deviennent de plus en plus populaires à travers le monde. La NBA s'exporte et voyage. Les joueurs sont de véritables icônes interplanétaires qui n'a pas entendu parler de Derrick Rose, LeBron James ou bien encore Kevin Love. Et les autres sports ne sont pas en marge. Le baseball, le football sont eux aussi sous les projecteurs lors de la finale du Super Bowl. On s'en rappelle, les audiences télé ont explosé. Et bien, lors de la médiatisation, les sports américains ne veulent plus rester de l'autre côté de l'Atlantique. On les retrouve dans des pays complètement insolites, comme quoi tout change. Le reportage tout de suite de Michael Friedman. Il fut un temps où les sports américains ne déchaînaient pas les foules en dehors des États-Unis. Mais aujourd'hui, on peut voir des passionnés un peu partout à travers le monde, qui suivent des matchs autant que les Américains eux-mêmes. Le football américain est très suivi en Europe, à tel point que beaucoup en viennent à se demander si Londres ne pourrait pas devenir la première ville européenne à avoir une équipe de NFL. Près de 84 000 Britanniques sont venus récemment remplir le stade de Wembley pour assister à un match de football. Bien loin de la Première Ligue, il s'agissait d'une rencontre de football dont les Anglais sont peu habitués. Londres a en effet accueilli le 3e match de saison régulière de NFL avec l'une des plus grosses équipes américaines, les Cowboys de Dallas, qui ont amené avec eux toutes sortes de supporters. Tous les joueurs portaient leurs crampons et essayaient de trouver leur appui sur le terrain. Je ne pense pas d'ailleurs que ce terrain soit habitué à des athlètes de 130 kg. Vous savez, les joueurs de football européens sont bien plus légers que nous. Cette partie a créé un buzz énorme avec certains des plus grands joueurs de football européens qui sont venus assister à la rencontre, comme par exemple le joueur de Manchester City, Sergio Agüero, qui est venu habillé avec la tenue des Cowboys de Dallas. Au bord du terrain, on pouvait même voir José Mourinho discuter avec la légende de NFL, Emmitt Smith. On a aussi vu le milieu de terrain de Tottenham, Christian Eriksen, avec un ballon de football américain entre les mains. L'idée que ce sport typiquement américain puisse s'étendre en Europe et que ce ballon soit manipulé dans les futures compétitions européennes excite déjà de nombreux grands athlètes américains. On espère vraiment propager la passion pour le football américain à travers le monde pour arriver à obtenir soit une participation aux Jeux Olympiques, soit à une Coupe du Monde. La NFL n'est pas le seul sport américain qui déchaîne les passions en dehors de ses frontières. Comme les World Series sont finis, les meilleurs joueurs de baseball vont maintenant montrer leurs aptitudes lors d'une rencontre qui va se dérouler sur 5 matchs contre l'équipe nationale du Japon. Une nouvelle expérience pour les joueurs. Pour moi, c'est vraiment une chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Avoir la chance de participer à un match au Japon contre l'équipe nationale et de pouvoir représenter la ligue majeure de baseball, c'est incroyable. Et ça ne va pas vous étonner si je vous dis que le basket américain continue de s'étendre à travers le monde. Durant la pré-saison, il y a même eu des matchs qui se sont déroulés en Chine. C'est bon à voir, vous savez, le basketball est devenu un sport tellement populaire. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point c'est devenu important. Venir jouer des matchs très suivis avec une foule en folie, c'est vraiment énorme pour nous. Alors que chacun de ces sports continue de prendre de l'importance mondialement, il ne serait pas étonnant de voir un jour des rencontres opposant des équipes américaines contre des européennes. Certaines grandes villes pourront avoir des équipes, comme par exemple les Jaguars de Londres, les Panthères de Paris ou même les Broncos de Barcelone. Alors, quelle équipe européenne va être la première à avoir son équipe ? La Formule 1 est un sport de prestige, mais depuis quelques années, elle a du mal à tenir son rang. Les grands prix s'essoufflent et les nouvelles technologies ont parfois du mal à se frayer un chemin dans cette discipline ultra technique. Pour continuer, la Formule 1 doit changer, elle doit s'adapter à notre époque. Pilotes, écuries et ingénieurs sont dans les starting blocks pour la grande révolution qui s'annonce. Le point avec Lise Barenbaum. La Formule 1 est en perte de vitesse. Audience télé à la baisse, crise financière, accidents à répétition et scandales de corruption. Malgré ces nombreux maux, la F1 continue de faire de nouveaux adeptes. À Jérusalem, depuis 2 ans, une course de prestige avec de nombreuses stars ravit petits et grands. C'est un rêve qui devient réalité. Jérusalem, la ville sainte, a un potentiel énorme. Comme centre du monde où plus de 4 milliards de personnes rêvent d'aller au moins une fois dans leur vie. C'est notre devoir et notre objectif de développer Jérusalem pour que le monde en bénéficie. Si la reine des automobiles continue de faire rêver de nombreux fans, le spectacle n'est plus toujours au rendez-vous. Plusieurs grands prix ont disparu des calendriers ces dernières saisons, comme en Inde ou en Corée du Sud, faute de moyens financiers suffisants.
La concurrence est rude et le renouvellement s'impose. Pour assurer son avenir, la discipline numéro 1 du sport automobile doit réagir pour faire revenir le public. Plusieurs solutions sont envisagées. Pour rendre les grands prix plus attractifs, réduire les courses de moitié, 30 tours et 45 minutes de course pour permettre aux pilotes d'être plus agressifs et d'attaquer sans arrêt. Au niveau technique, la suppression des arrêts au stand rythmerait davantage les parcours. Tous les pilotes partiraient avec le plein d'essence et devraient gérer leur consommation. Tout doit être fait pour éviter la domination d'un pilote ou d'une écurie sur le long terme, comme celle de Sebastian Vettel et de son équipe Red Bull. Toutes les équipes ont espéré la fin de la domination de Red Bull, qui a été très forte ces 4 dernières années, et nous avons réussi à nous débarrasser de cette hégémonie. Une nouvelle attribution de points existe depuis la saison dernière. Bernie Ecclestone a eu l'idée de doubler le nombre de points habituels lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Ce joker de points pourrait être appliqué à toutes les courses afin de laisser chaque pilote choisir l'épreuve pendant laquelle il souhaite doubler ses points. Si le monde de la F1 a des efforts à faire, il faut rappeler qu'il a su se réinventer en passant au moteur V6 turbo hybride. Un nouveau championnat de Formule électrique a même été inauguré cette année à Pékin. La Formule E compte bien être le complément indispensable de sa grande sœur et ravit les plus grandes gloires du sport auto. En dehors de la compétition, doit être une sorte de laboratoire pour une discipline et surtout pour une technologie complètement nouvelle. L'accident spectaculaire du pilote Nick Heidfeld lors de la course inaugurale à Pékin ne démoralise pas les partisans de la Formule E. Pour le gagnant de la course, Luca Di Grassi, l'électrique est l'avenir de la discipline, tant pour sa qualité que pour sa fiabilité. Tout d'abord, je suis vraiment heureux que Nick Heidfeld soit sain et sauf. Cela prouve que la voiture est très fiable. À tous ceux qui se plaignent ou qui disent que les voitures électriques ou la batterie n'offraient pas une bonne sécurité, etc., cela prouve que la voiture est totalement fiable. La Formule 1 a été pendant de très nombreuses années le moteur de l'industrie automobile. Toujours à la pointe de la technologie, elle a su apporter les révolutions qui équipent à présent nos voitures de série. Elle n'a pas fini de nous faire rêver, même si elle doit aujourd'hui se réformer. Il est connu pour son arrogance et son ego surdimensionné, mais c'est avant tout un joueur de foot hors pair. Zlatan Ibrahimovic vient juste de réintégrer l'effectif du Paris Saint-Germain après sa blessure au talon et malgré tous ses titres, son cœur vibre encore pour une consécration européenne. La Ligue des Champions, un objectif affiché et commun avec le Paris Saint-Germain. Le président Nasser El-Khelaifi l'a nettement dit, il faudra compter sur le club de la capitale pour ce trophée. Alors, pourquoi cette année ne serait-elle pas la bonne pour Zlatan et ses coéquipiers? Le reportage de la rédaction des sports d'i24 News. Il est considéré comme l'un des avant-centres les plus complets du monde. Il a la particularité d'avoir remporté le titre de champion dans 4 pays différents, aux Pays-Bas avec l'Ajax d'Amsterdam, en Italie avec l'Inter de Milan et le Milan AC, en Espagne avec le FC Barcelone et en France avec le Paris Saint-Germain. Il détient le nombre de records de buts en sélection nationale suédoise, 50, ce qui fait de lui, dans son pays d'origine, une icône. Un timbre est même disponible à son effigie. Avec son physique imposant et sa pratique des arts martiaux, Zlatan est un sportif complet. Il est ceinture noire de taekwondo et sa souplesse lui permet de marquer des buts exceptionnels. Mais sa notoriété dépasse depuis longtemps le domaine du sport. Dans la culture populaire, le verbe zlataner est intégré. Il représente ce personnage arrogant, frimeur, provocateur, qui a donné souvent des altercations sur le terrain, des croustillades qui ont fait les choux gras de la presse. Malgré tous ses trophées et sa personnalité bien marquée, Zlatan Ibrahimovic a encore des rêves plein la tête. Son vœu le plus cher, gagner la Ligue des Champions, objet de convoitise qu'il n'a jamais pu soulever. À l'occasion du match contre son ancien club, l'Ajax d'Amsterdam, au Parc des Princes, Zlatan Ibrahimovic va encore une fois être mise à l'honneur. Après sa blessure au talon, la star parisienne est de nouveau titularisée. Le PSG espère conserver sa première place au classement et espère continuer son parcours presque parfait. Le PSG et Zlatan, c'est l'alchimie parfaite pour tutoyer les sommets et pourquoi pas soulever cette année la plus belle des récompenses européennes. J'aimerais faire partie de cette histoire et je suis sûr que nous allons écrire l'histoire de ce club et je suis venu ici pour tout gagner. Il rentrerait alors encore un peu plus dans le grand livre d'histoire du football mondial.
La Route du Rhum est une course de voilier impressionnante. L'édition 2014 touche à sa fin, elle même finie. Et elle nous a apporté son lot de belles histoires avec des graves déceptions aussi. La liste des participants est pour le moins inédite. Des comebacks, des très jeunes skippers, d'anciens sportifs en pleine reconversion. Mais très peu de femmes invitées de dernière minute ou presque à prendre le départ sur le Maxi Banque Populaire 7. Loïc Perron. Et il a réalisé un parcours parfait. Retour sur les destins croisés de cette course avec vous, Lise Barenbaum. Et puis on en parle après. L'arrivée est proche pour les participants de la Route du Rhum et la bataille pour la première place est rude. Pour cette 10e édition, 91 concurrents ont pris la mer afin d'effectuer les 6560 km qui relient Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Une transat en solitaire ardue qui a débuté sous le regard admiratif de milliers de spectateurs. Des débuts agréables pour les navigateurs avant les multiples avaries qui ont suivi au cours de la transat. Les Français ont particulièrement été touchés cette année. Thomas Coville, 3e des éditions 2006 et 2010, a dû quitter prématurément la course après être entré en collision avec un cargo dans le golfe d'Ouessant. Le skipper de Sodebo n'a rien pu faire face au danger de la course. C'est l'instant, le moment où je percute, je crois que c'est le pire moment de ma vie. Vraiment, j'ai l'impression, en revenant là, je me dis bon, après vous êtes tout seul dans votre bateau, à 4 nœuds, à essayer de sauver votre peau et à sauver votre bateau. Cette année, des invités un peu particuliers sont de la partie. L'ancien perchiste Jean Galfionne, nouveau skipper, n'a pas hésité à se lancer dans l'aventure. Pour le champion olympique, le défi est de taille. J'ai peut-être eu la prétention à un moment donné que ça allait être plus facile pour moi avec mon passé. Ce qui est vrai dans un sens, ça a permis d'ouvrir plus facilement des portes, mais après derrière, c'est pas vrai, il faut convaincre. Et quel que soit le sportif, il faut convaincre les partenaires. L'effet image ne suffit pas du tout, quoi. Et puis tant mieux en fin de compte. Donc du coup j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse mes preuves sur le haut. Mais le leader cette année, c'est bien Loïc Perron. Le 4 fois champion du monde n'a plus rien à prouver. Mais malgré 3 transats anglaises et 2 transats Jacques Vabre à son actif, il considère cette nouvelle course comme un véritable défi. Perron a accepté de remplacer Armel Lecléache au pied levé, favori de la compétition. Un challenge de grande envergure. Évidemment, je ne suis pas là pour être en vacances et je ne suis pas là... Si j'ai accepté une mission importante et impressionnante, c'est justement parce que j'aime bien relever ce type de challenge, c'est génial. Le skipper vient de reprendre quelques miles d'avance sur Yann Guichard, son principal concurrent. Du côté de son adversaire, l'enthousiasme est toujours de mise. Maintenant, la Guadeloupe, c'est là-bas. Donc là, on va tout droit, un empannage, et j'espère qu'on n'aura plus que 2 empannages grand maximum pour atteindre la Guadeloupe, qu'on devrait atteindre dans 2 jours et demi, 3 jours. Allez, à bientôt tout le monde. Mais la Route du Rhum reste une course un peu archaïque qui ne compte que 4 femmes au départ. Une situation que déplore la navigatrice Florence Artaud, seule femme à avoir remporté la transatlantique. Je pense que c'est pas un métier de femme, c'est un univers qui demande qui est rude, qui est dur. Et puis surtout, où on est tout le temps sur les mers, en tout cas à mon époque. Si les femmes sont peu présentes, les jeunes n'hésitent pas à se lancer dans ce challenge. Paul Ignard a pris le large et malgré quelques nuits difficiles, il est toujours en course. C'est ma première traversée en solo. Après, j'ai déjà traversé, je sais naviguer en solo. On rassemble les deux et on fait la Route du Rhum. Avec des skippers de tous bords cette année, la Route du Rhum est un événement aussi impressionnant qu'inattendu. Une édition collector qui fait chavirer nos cœurs au rythme des vagues et des aventures. Lise Barenbaum, merci pour ce beau reportage. Alors, on vient de le voir depuis la réalisation justement de ce sujet, c'est Loïc Perron qui a gagné. Alors, il ne fallait pas l'inviter, lui, parce que si vous vouliez du suspense, c'est raté. Et oui, il fallait un peu s'y attendre. Le grand navigateur a remporté donc la Route du Rhum, après avoir remplacé au pied levé Armel Lecléache au dernier moment. À 54 ans, le skipper de la Banque Populaire a rallié Pointe-à-Pitre en un temps record. 7 jours, 15 heures et 8 minutes. Il a même battu le record précédemment détenu par Lionel Lemonchois, c'était en 2006. C'est très étonnant. Il faut savoir que il a déjà gagné la Route du Rhum, c'était en 86 pour sa 2e participation, c'est une victoire non officielle. En fait, il était arrivé 5e au classement global, mais 1er de la catégorie des multicoques et peu de gens sont au courant.
Alors en tout cas, ils ont participé à cette course, mais c'est certainement pas pour gagner de l'argent. Oui, alors Perron va toucher une somme assez minime, bien loin des standards des autres sports. Il va recevoir 50 000 € hors taxe, soit à peine le montant des frais d'inscription, qui est en général couvert par les sponsors. Et à titre de comparaison, le vainqueur du Tour de France 2014 a remporté 450 000 € pour 21 jours de compétition. Donc ça revient à 150 000 € pour les 7 jours de la route du Rhum. Et à titre d'autres comparaisons, Perron va toucher 33 fois moins que Nadal à Roland-Garros. Oui, il va falloir changer de sport. Alors peut-être, en tout cas, on l'a noté dans le reportage, Florence Artaud regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes skippeuses. Oui, alors il n'y a que 4 navigatrices qui ont réussi à boucler le budget cette année, dont 2 françaises, Anne Cazeneuve et Juliette Pétresse, mais aussi une britannique et une sud-africaine. Alors est-ce un sport de mec? Peut-être pas, puisque vous l'avez dit, Florence Artaud a gagné en 90 et Hélène MacArthur en 2002. Ça prouve qu'elles peuvent aussi gagner les courses en solitaire. Merci beaucoup Lise Barem-Baumal, et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Évidemment, restez avec nous. L'info, c'est maintenant et c'est sur i24 News, évidemment. À demain.